7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h18, merci d'être avec nous. Il faut acheter ce livre, ça s'appelle Le Dictionnaire absurde du Covid aux éditions Hugo Doc. Avec nous pour en parler, Serge Simon, merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui vice-président de la Fédération française de rugby. Vous avez une double carrière, celle de médecin et de joueur de rugby à haut niveau. Et ce matin, vous avez développé donc tous ces mots. On les connaissait, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans notre langage courant, Patrick. Oui, c'est ça. Ouais. Paul, une chloroquine, s'il te plaît, par exemple. C'est ça. Oui, vous le racontez un petit peu. Cette idée vous est venue de se dire, tiens, il y a toutes ces expressions qui apparaissent. On est un peu catastrophé. Il y a besoin de sortir un petit peu de ça, pour mettre de l'humour. Oui, d'abord parce que c'est des bouts de discussion que je pense que tout le monde a eu. On a tout le monde. Oui, c'est ça. C'est ça. Tous les jours, dans tous les foyers. Donc c'est des choses drôles qui sortent comme ça, encore une fois, dans toutes les discussions. Donc c'est quelque chose qui était là, palpable, préhensible. Et puis l'humour, sans faire de grands discours, mais l'humour, c'est une façon aussi de mettre à distance les choses. Oui, il y a un détournement des mots qui est rigolo. On a envie aussi pas d'en rire un peu, pas de rire du Covid, c'est compliqué. Mais des absurdités dans lesquelles nous vivons, parce que quand même, on vit des choses qui sont un peu paradoxales, voire même absurdes. Surréalistes, vous mettez le mot que vous voulez. Et je les ai pas toutes recensées, ce que je disais hors antenne, là, il est déjà dépassé ce truc-là, parce que faudrait faire un tome 2, il y a les stations de ski qui arrivent, là. Il y a des choses... Il y a des choses dans notre vie quotidienne qui ont été bouleversées et pas forcément dans le sens de la logique. Voilà, donc c'était de mettre en exergue ça avec un petit effet stylistique. Alors, à chaque fois, ce que vous avez fait, c'est que vous avez repris toutes ces expressions, tous ces mots qui sont apparus, apéro digital, anticorps, Zoom, dépistage, PCR. Vous avez apporté une définition. Par exemple, je prends apéro digital. Tiens, on va prendre ça pour que les auditeurs comprennent bien. C'est un courant de pensée utopique né durant l'épidémie liée au Covid-19, c'est ça. Et puis alors après, vous donnez des synonymes, Sky apéro, Zoom apéro, apéro hygiéniste, Corona apéro, apéro masqué, perversion sexuelle, ça va même jusque là. Et... à un moment donné, on a quand même essayé de nous faire croire que c'était la solution, de prendre des apéros digitaux. Alors c'est arrêté, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est passé vite. On s'est vite lassé. On s'est vite, exactement. Non, mais ça continue, certains, Mais vous racontez l'histoire de René et Simone et René qui n'en peut plus, Il dit non, mais c'est terminé. Il dit moi j'en peux plus. Prendre l'apéro avec l'ordi comme comptoir, il faut vraiment avoir la tête près du bonnet ou être un drôle de pervers pour inventer des trucs comme ça. C'est René avec Suzanne. Beaucoup d'expressions. Ouais, beaucoup d'expressions. Moi j'ai adoré celle de parce qu'il y a des personnalités aussi qui on a entendu beaucoup parler. Agnès Buzyn par exemple. Vous dites sa définition, c'est héroïne de la mythologie macronienne. D'où ça vous est venu? Parce que vous êtes un écrivain finalement, non? Alors écrivain, non, mais j'écris, ce qui est un peu différent. C'est un peu différent. Un auteur en tout cas. Et notamment, j'ai commis le dictionnaire absurde du rugby. Absolument. Avant. Dans les années 2000 et qui avait plutôt bien fonctionné. Et en fait, c'est la même structure, donc une def, des synonymes et un exemple qui vient faire un contrepoint ou un décalage par rapport à la définition. On avait fait le dictionnaire absurde du foot et puis du golf avec Pierre-Michel Bonneau. Et en fait, avec cette novlangue là qui a plusieurs sens, ça s'est très très bien prêté au jeu. Donc en fait, c'est dans le droit fil. Et puis j'ai proposé ça à un éditeur dans une période qui était très tôt, puisqu'on était en plein confinement. C'est vrai. C'est impossible, c'est pas possible. Et puis il a accroché. On a trouvé les moyens de se faufiler dans cette période qui est pas simple pour sortir un livre. Je vous le disais en antenne, il est sorti le jour où on a fermé les librairies. Donc c'est absurde jusqu'au bout. C'est le dictionnaire absurde du Covid. Il porte très bien son nom. Est-ce que finalement c'est une façon de faire une pause pour pas que ça reste ça? Parce que c'est le principe de tout ça, c'est que finalement on se dit qu'on va prendre des mauvaises habitudes, ces habitudes de virus, et est-ce qu'on reviendra un jour à ce qu'on appelle la vraie vie? Alors là, c'est sérieux comme question. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est sérieux. Donc c'est pour ça. Est-ce que c'est une ère de repos finalement, en disant on se moque de nous-mêmes? Non, je pense très sincèrement qu'on ne reviendra pas à la vie d'avant. Je pense qu'il y a. J'écoutais le prédécesseur qui parlait, qui est très optimiste d'ailleurs. Sur les vaccins. Ça, c'était plutôt pas mal. Et j'adhère tout à fait. Et je suis pas expert, mais j'adhère tout à fait à ce qu'il dit. C'est que on va de toute façon vivre avec ce virus, avec ces mutations comme celui-ci ou l'autre.
autre. Comme celui de la grippe, et on va se faire vacciner tous les ans, certainement, sur ce coronavirus. Donc, non, il va rester avec nous, et il a changé des choses. Et est-ce que c'est en bien ou en mal, je ne sais pas, mais ça sera de toute façon différent. Alors, moi, je ne crois pas au monde d'après. Vous le dites, d'ailleurs. C'était une belle connerie, comme tant d'autres. Mais quand même, ça a bouleversé notre vie, puis notre rapport aux autres. Alors moi, j'allais dire plutôt à la morbidité, à la santé, au virus. Voilà, il y a quelque chose quand même qui a frappé le monde entier, alors que jusqu'à maintenant, la maladie, c'était sectorisé, soit géographiquement, soit des types de populations, soit etc., des personnes à risque. Là, on a tous été touchés en même temps, de plein fouet, par la même chose. Et ça, je pense que ça va changer notre image. Oui, mais on est très latin, donc on est très tactile. Donc est-ce que ça va changer? Ah ça, oui, non, non. Vous pensez que ça va revenir? On va encore se reprendre dans les bras, s'embrasser pour se faire la bise. Vous m'avez accueilli tout à l'heure avec un salut militaire. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on va y venir, je ne sais pas. Ouais. Non, mais parce que vous êtes dans un monde où justement la chaleur humaine est particulièrement importante. Le rugby, par rapport à beaucoup d'autres sports, c'est tactile. Évidemment, on aime partager, être enfermé dans une même pièce à plusieurs après pour discuter, boire un verre, la troisième mi-temps, etc. On aime se monter les uns sur les autres. C'est une sale habitude. En plus, c'est vrai. Non, mais nous, on met les costumes. Non, mais est-ce que ce monde du rugby a été touché, au fait, psychologiquement aussi par ça? Alors oui, mais comme tous les mondes. Nous, ça a été difficile, et je le mets dans le bouquin. Je crois que je le mets dans le préambule. Ça a été même le déclic pour écrire le bouquin. J'ai participé. Vous disiez tout à l'heure que dans mes fonctions, je suis dirigeant de la Fédé de rugby. J'ai participé à plein de réunions sur comment relancer la pratique, etc. Et je peux vous dire que le rugby, on était au bout de la file. Un sport de contact collectif, avec ballon. Écoutez, on va d'abord penser à la gymnastique, on va penser à l'athlétisme. Mais alors vous ne reprendrez jamais, quoi. Parce qu'effectivement, on a la sale habitude de se grimper dessus en permanence. Voilà. Et il a fallu convaincre des gens que c'était possible, non pas de faire du rugby, mais d'ouvrir les clubs de rugby et de faire des exercices aux gamins qui étaient pas du rugby. Et c'est là où c'est planté ce qui a déclenché l'écriture du bouquin, la question du ballon. On a parlé de ça. Allez-y, racontez-nous alors. Oui. Mais non, mais à un moment donné, les gens se demandaient si le ballon était porteur du virus. Et donc, et s'il fallait pas l'enlever. Alors ça, j'exagère un peu. Mais en tout cas, il fallait quasiment le laver entre chaque passe, quoi, avec un système de lavage automatique. Enfin, on est arrivé à des... Et puis à un moment donné, on décroche là. C'est pas possible. Voilà, donc je le dis je pousse un peu le bouchon, mais j'aurais très bien pu assister à la conclusion de la réunion que je décris, où à un moment donné, tu me proposes au mec, on n'a qu'à jouer au rugby sans ballon. Et le mec peut te répondre, c'est possible. C'est possible. Le dictionnaire absurde du Covid. Allez, on reste ensemble encore un bon quart d'heure avec vous, Serge Simon. On parlera aussi des choses entre guillemets très sérieuses avec le tournoi qui arrive, et il va y avoir une bulle sanitaire. Et il se jouera avec un ballon. Je peux bonne nouvelle. Restez avec nous. Propre, hygiénique. Oui, vous pouvez nous appeler. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir dialoguer aussi avec Serge Simon. 0826 300. Vous le savez, il était médecin et puis joueur de rugby. Pour ce livre, Dictionnaire absurde du Covid aux éditions Hugo Doc. Si vous avez envie de vous marrer et de le mettre dans votre sac, achetez-le, c'est top. Allez, on va du côté du standard 0826 300 300, alors qu'on a appris le décès aussi cette nuit de Jean-Pierre Bastia. C'était une légende en fait. Légende, grand tournoi 77, très jeune. Je l'avais vu malheureusement dans des circonstances tout aussi tristes, puisque c'était les obsèques de Jean-Pierre Lux à Dax. Croisé. Voilà, il y a quelques semaines de ça, et le rugby perd une de ces très très grandes légendes. C'est sa troisième ligne avec Scrella, Rive, on se souvient effectivement, massif, fort, costaud à 71 ans. Allez, on pense à sa standard, famille, bien entendu. 0826 300 300. Maria est avec nous. Bonjour Maria. Maria. Oui, bonjour. Bienvenue. Maria. Je trouve ça magnifique, ce livre. Je l'achèterai pour continuer la métaphore, les métaphores, puisqu'on en a plein. Et je voudrais commencer par l'oxymore grandiose du chef de l'État quand il y a un an, il déclare: nous sommes en guerre. Nous commençons par désarmer le corps médical.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Entre guillemets, voir Madame Buzyn qui interdit le seul traitement connu à l'époque. Ouais. Enfin, elle commence par désarmer donc les médecins. On n'a plus le droit d'aller chez le généraliste. Si vous avez des problèmes, vous allez vous faire machin. Et si vous avez de la fièvre, des symptômes, vous appelez le 15 et hôpital. Donc on délègue très très vite. Et c'est ça qui est amusant avec les mots MOTS que Serge Simon manipule, je trouve, avec brio. Beaucoup de brio et d'humour, mais enfin, c'est pas très drôle quand même. Et c'est une professeure de lettres qui parle, c'est ça, parce que vous êtes professeur de lettres. Oui. Merci, Maria. Alors je dis que c'est un gros virus qui apparemment arrive, alors que tout le XXe siècle est plein de virus extrêmement nocifs. Je signale que la rougeole apparaît au 7e siècle et disparaît dans les années 60 avec un vaccin. Alors imaginez si on doit attendre autant de siècles. La variole disparaît en 77 à peu près, alors qu'elle est apparue 10 000 ans avant le Christ. C'est énorme. Alors, et on a eu une succession de virus de type chinois, africain, etc. Subitement, celui-là, il est très gros. Donc, on déclenche l'artillerie lourde. Mais attention, on n'est touché à rien, pas de médicaments. Et si vous voulez, faites le 15, machin. Donc, apparaissent des mots. Tous ces mots qui sont apparus. Est-ce que il y en a que vous retenez ou que vous gommez de votre... Ce que je retiens, c'est le paradoxe essentiel, c'est-à-dire qu'on a une guerre. On est en guerre contre un virus énorme, mais on a démobilisé le corps médical et on n'a pas de masque. On n'a pas de test, on n'a pas de gel hydroalcoolique, on est incapable d'en fabriquer. Et pas de traitement. Pas de traitement. Et puis, alors maintenant, on découvre des mots nouveaux qu'on avait, enfin des mots qu'on utilisait des pas, expressions, bien sûr. La perte d'odorat, la notion. Alors on nous saoule avec des mots qu'on comprend pas très très bien. Au lieu de parler de mortalité, on parle de létalité. Ça fait plus chic. Et puis il y a une litanie donc de concepts qui apparaissent, alors des faux positifs, des faux négatifs, on ne sait plus où on habite. On sait plus des asymptomatiques. Voilà, les asymptomatiques qui deviennent subitement contagieux. Enfin, les mutants, maintenant c'est les mutants. Comme si les virus, on ne savait pas que les virus étaient a fortiori mutants. C'est la définition d'un virus. Donc ils deviennent très méchants. Et alors qu'on est en guerre, puisque le nerf de la guerre en question, c'est le nombre de lits en réanimation, pourquoi est-ce qu'on n'a pas confié aux hôpitaux militaires le soin de s'occuper de la logistique et de faire des hôpitaux militaires? Ça, c'est ce que beaucoup de gens disent. Logistique, il n'y est pas. Il pourra le faire dans la nouvelle version. Il y a Cluster, par exemple, qui est apparu, qui a un peu choqué aussi, parce que pourquoi aller chercher pourquoi l'anglais? Alors, foyer. Foyer. Alors, Serge Simon avait trouvé la définition pépinière d'entreprise talentueuse dont le succès est viral. Cluster. Je pense que c'est parce que c'est pour aussi désigner. Justement, on parle de terminologie pour désigner le fait que c'est pas une épidémie, c'est une pandémie. Donc on parle de cluster parce que ça fait plus chic et ça fait plus mondialiste. Bon, en tout cas, donc vous l'achèterez, Maria. C'est ça. Est-ce que vous avez une question à poser? On a besoin de rire. Oui, c'est vrai. Bien sûr, on a besoin. Une question. Est-ce que vous avez une question directe aussi à poser à Serge Simon qui est là? Oui, alors c'est bien, je suis ravie que ça vous fasse beaucoup rire. Est-ce que le fait que vous soyez médecin, moi qui ai parlé, je ne savais pas que vous étiez médecin, est-ce que le fait d'avoir désarmé les généralistes, est-ce que ça ne vous choque pas? D'avoir quoi, vous dites? Désarmer les généralistes. Alors il va vous répondre, même si il n'est pas au conseil scientifique encore. Pas encore. On ne sait jamais. Pas encore. Merci Maria. Merci Maria d'abord de vos gentils mots sur le livre. Il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué, mais je vais être très humble, c'est que je vois la difficulté de gérer la crise dans une petite institution qui s'appelle la Fédération française de rugby. C'est vraiment très compliqué, les décisions sont très compliquées pour deux raisons. D'abord parce qu'on est sûr de pas grand-chose, on avance vraiment dans une crise où on a les yeux fermés, et les seules vérités qu'on a changent, elles sont en plus mouvantes. Donc déjà, on n'en a pas beaucoup, et 15 jours après, on vous dit que, ah ouais, mais non, finalement, c'est pas tout à fait ça, on revient en arrière. Donc j'imagine la force du vent qui doit souffler quand on est tout en haut du gouvernement. Donc
je suis comme tout le monde, je trouve des décisions surprenantes, absurdes, critiquables. Ouais. Mais quand voilà, je fais cette comparaison qui n'a pas lieu d'être, en disant nous, les petits problèmes auxquels on est confrontés, on essaie de trouver des réponses, on voit bien que vraiment, c'est pas évident. Donc, j'ai des leçons à donner à personne, et je compatis à l'exercice du pouvoir à ceux qui l'ont. Et surtout, je leur laisse. Ouais. Je vais plus loin que Maria, justement, et les journalistes, non, pas du tout, les généralistes sur le terrain disaient pourquoi nous, experts du terrain, vous ne nous posez pas des questions pour les remontées d'informations. Bien sûr. Et c'est peut-être là que ça a pêché. Mais bien sûr, voilà, on a au début de la crise, on a vu qu'il y avait des chemins qui étaient pris, qui étaient assez surprenants. Quoi. Maria le dit bien, je le mets dans le bouquin, je ne sais plus dans quelle définition, la première intervention du président de la République, on est en guerre. On a été tous sidérés par ça. Et cette sémiologie guerrière a permis des décisions qui était un peu contre nature, mais c'est comme s'il y avait un petit peu d'hypnose là-dedans. Bon, on est en guerre, donc effectivement, c'est des décisions qui nous paraissent absurdes, mais puisqu'on est en guerre, c'est possible. Alors qu'effectivement, si on n'était pas en guerre, peut-être que les médecins généralistes auraient été utilisés autrement. Mais là, il y avait tellement quelque chose d'exceptionnel dans la présentation de la pandémie par le président qu'on a accepté et subi des choix, encore une fois, qui, a posteriori, ne font pas preuve d'une grande logique. Efficacité tout le temps. Oui, voilà. Absolument. C'est facile d'en parler aujourd'hui. Oui, absolument. Merci, allez, retourne au standard. Merci Maria. Au standard. Et Marc est avec nous ce matin. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes entraîneur de rugby, vous l'avez été, non, c'est ça? Oui, je me suis occupé de gamins pendant une dizaine d'années. C'est bien. Ouais. Et tout à l'heure, Monsieur Simon parlait des protocoles là, pour les gamins. Oui. Donc en fait, je voulais avoir sa vision de médecin. Oui. Par rapport à ces protocoles qui, pour moi, me surprennent. Oui. Parce que quand on met des gamins autour d'un ballon, on sait que la distanciation ne va pas durer plus de 2 minutes. Oui. Et d'une part, et puis sa position sur le fait que le tournoi soit maintenu et qu'on aille jouer en Angleterre malgré le variant. Ouais. Alors sur les gamins. Ouais. Alors on y va sur les gamins. Bonjour Marc. Ouais. De quel club vous occupiez ou vous occupez? J'étais entraîneur dans un club de série à Argenteuil. Ok. Ouais. Donc alors les protocoles pour les gamins, c'est ce que je disais tout à l'heure. Face aux autorités, on était encore une fois à la fin du premier confinement. On a proposé à la tutelle un protocole qui était phasé, stade 1, stade 2 jusqu'à stade 6. Comme je disais tout à l'heure, le premier but, c'était de réouvrir les clubs. Parce que les clubs fermés, c'est évidemment quelque chose de dramatique. Donc de réouvrir les clubs. Et pour réouvrir les clubs, il fallait bien sûr dire on ne va pas jouer au rugby, parce que vous avez raison, jouer au rugby, on ne peut pas respecter la distanciation sociale. Donc par contre, faire du club un endroit d'activité physique, ça c'est possible. Donc avec des éducateurs, il y a tout ce qu'il faut, il y a les terrains, etc. Donc le stade 1, c'était simplement des exercices physiques individuels. Le stade 2, c'était de mémoire. Le stade 2, c'était des exercices physiques à plusieurs. Le stade 3, etc. Et à chaque fois, on mettait un petit ingrédient de plus quand la situation sanitaire le permettait, jusqu'au stade 6, qui était la reprise de la pratique normale. Donc, je crois que c'est ce qui nous a permis, nous, Fédération Française de Rugby, de réouvrir nos clubs très très vite. D'autres fédérations ont fait d'autres choix, ils ont tout fermé. Et peut-être quelque chose qui est à relier, c'est qu'en septembre, on a constaté, alors avant le deuxième confinement, qu'on avait une augmentation des licenciés, dans une période où c'était très compliqué depuis 10 ans, c'est vrai. Alors que d'autres fédérations ont été en chute libre, et je pense parce que, évidemment, 3, 4, 5, 6 mois de fermeture, ça casse les habitudes. Bon, donc je pense que c'était une bonne décision, et sanitairement, on n'a eu aucun problème au retour de démarrage d'un foyer de contamination dans des clubs de gamins. Ensuite, il y a eu le deuxième confinement, ça a été un peu plus compliqué. On a été, nous, surpris par une décision, là encore, ça fait partie des décisions qui peuvent être questionnées. On a le droit de jouer, souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, le deuxième confinement, on a le droit de faire du sport à l'école. Oui. Mais pas dans les clubs. Voilà, c'était assez incroyable. Donc mais le rugby, c'est un peu différent quand même. Mais on avait le droit d'aller faire du rugby dans les écoles, mais
mais pas dans les clubs. Marc, c'était la même chose avec. Vous pouviez faire dans les écoles, dans les collèges, du basket, du hand, du football. Hein. C'est ce qui était proposé par les, par les professeurs. Voilà, troisième vague de mesures. Les clubs restent ouverts et on fait du sport dehors, aéré et de manière sécuritaire. Donc aujourd'hui, par exemple, Marc, vous devez le savoir, si vous êtes toujours dans le giron rugbyistique, on est au stade 3 pour les mineurs et pour les amateurs. Ça veut dire que on peut jouer au ballon sans plaquer. Donc effectivement, on est en distanciation. Mais on fait que de l'entraînement parce qu'on ne fait pas de la compétition. Ah non, aucune compétition. Mais ça permet de maintenir encore une fois la tension du tissu associatif et c'est formidablement important pour un club. Alors ils s'épuisent, on a des retours de terrain, les matchs leur manquent, la compétition leur manque, le public leur manque, etc. Mais on maintient un fil ténu, socialo-rugbystique, ça fait un peu politique. Social et rugbystique, dans nos associations, et en respectant aujourd'hui ce que le contexte sanitaire nous dit de respecter. On fait ni plus ni moins. Et alors, sur le tournoi, alors, comment il va se dérouler ? Sur le tournoi, Marc, c'est une très bonne question. Ça commence ce week-end. On a eu la bonne nouvelle hier, officielle par la commission interministérielle de crise, de l'autorisation de faire ce tournoi, puisqu'aujourd'hui, les nouvelles mesures qui sont tombées, c'est-à-dire fermeture des frontières et quarantaine pour les voyageurs venant de pays extra-communautaires, touchaient des pays du tournoi, parce que c'est la loi de Murphy, c'est l'emmerdement maximum. Avec le Brexit, le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Écosse étaient sortis de la communauté européenne. Et donc ça voulait dire que l'Écosse, si elle voulait venir jouer en France, devait d'abord respecter une quarantaine d'une semaine en jouant. Enfin bon, c'était pas possible. On a donc la bonne nouvelle. Alors, évidemment, on se pose la question, et c'est tout à fait légitime de la poser, Marc. Pourquoi jouer le tournoi ? Parce que, d'abord, on a créé des conditions sanitaires qui sont aujourd'hui sécurisées, c'est-à-dire comme le football professionnel, comme le rugby professionnel. On a créé ces fameuses bulles sanitaires où, à l'intérieur de la bulle, on contrôle à peu près ce qui se fait, sachant que le risque zéro n'existe pas. On voit bien que ce virus est malicieux quand même, très malicieux. Donc, mais on a créé un environnement qui permet deux choses, grâce au protocole très sérieux, vraiment très précis, très rigoureux, d'essayer d'atteindre deux objectifs, et les deux sont aussi importants l'un que l'autre, et j'insiste là-dessus, c'est diminuer au maximum le risque d'apparition d'un foyer, parce que les gens qui sont à l'intérieur de cette bulle... Les tests en permanence, exactement, etc. Et le deuxième objectif, qui est peut-être pour moi le plus important, c'est la capacité à détecter l'apparition d'un foyer, puisqu'il y a des tests très réguliers, et d'isoler et de gérer le foyer. Parce que c'est ça qui est... En fait, quelqu'un qui devienne positif, c'est pas un problème. On sait très bien que dans une certaine catégorie d'âge, c'est pas un souci. Par contre, qu'il y ait une dissémination immédiate à la population générale, ça c'est ennuyeux. Nous, notre protocole, il permet ces deux choses. Un, de limiter encore une fois le risque d'apparition du foyer. Et s'il y a un foyer, on l'a vécu à la tournée d'automne, puisqu'il y a eu des cas dans l'équipe fidjienne, malheureusement. On a isolé, les Fidjiens se sont isolés, on a contrôlé le foyer, ils ont même pu jouer le dernier match. Oui, mais alors, parce qu'il y avait... Donc les conditions, les conditions sont réunies pour qu'on puisse faire quelque chose qui, je crois, est important. Et là, je le dis très immodestement, mais je pense que c'est important de faire rêver les gens. Je pense que on cherche tous des petits leviers pour réactionner une dynamique de bonheur. Et l'équipe de France peut amener ça. Alors c'est le colibri de Pierre Rabhi. C'est une petite goutte d'eau. On va pas éteindre l'incendie, mais on apporte notre contribution à essayer de tenir, de tenir bon. Et je pense que le 15 de France, avec les couleurs qui montrent et la dynamique qui monte, peut amener ça. Donc c'est important pour le pays, c'est important pour nos licenciés. Et où les matchs alors, parce qu'à un moment donné, on avait évoqué le regroupement. Il n'y a aucun changement dans la planification qui était. Et là, il y aura toujours ces bulles sanitaires lors des déplacements, etc. Et à huis clos, bien sûr. Les matchs vont pouvoir. Alors, et les joueurs, parce que quand ils sont avec l'équipe de France, comme ils sont avec l'équipe d'Angleterre, s'ils retournent dans leur club et qu'ils reviennent, il n'y a pas un risque là, une difficulté? Alors d'abord, il y a des bulles qui sont aussi dans les clubs professionnels, c'est-à-dire ils ne sont pas relâchés dans la nature. Dans les clubs aussi, il y a quasiment le même protocole, quelques
variants près. Quelques variations près. Donc voilà, on essaye qu'il y ait, quand effectivement il y a un aller et venu qui se fait, on essaye que ça se fasse entre deux bulles. Deux bulles, et toujours pareil, avec des contrôles à l'entrée et pendant la bulle. Donc le risque zéro n'existe pas, et je ne peux pas vous signer qu'il n'y aura pas l'apparition d'un foyer ici ou là, mais on est en capacité aujourd'hui de diminuer le risque et de gérer l'apparition du foyer. Merci beaucoup, Serge Simon. Le dictionnaire de l'absurde, en tout cas du Covid, je vous conseille, aux éditions Hugo Doc, et il y aura forcément une troisième vague. C'est vrai que c'est tentant. On pourrait raconter les coulisses du tournoi, d'ailleurs. Je voulais juste vous faire écouter ce petit son, vous allez me dire si c'est vrai. On l'a diffusé ce matin. Le rugby, comment dire, c'est un sport qui se joue à 15 contre 15, avec de la camaraderie, de la passion, de l'envie, de la boue, du contact, des hématomes, du sang, des commotions et des disques disloqués. Voilà. C'est ça. Ça fait du bien, il y a toujours du bon. C'est un bon résumé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Serge Simon. Et on va vous suivre avec l'équipe de France, et vous avez raison, parce qu'on a besoin de bulles comme ça, évidemment, de joie. Il n'y a plus beaucoup de moments de plaisir là actuellement dans notre société, et l'équipe de France qui nous a fait rêver et qui va continuer, j'espère, de nous faire rêver avec cette nouvelle génération qui est absolument fantastique, qui met du feu dans le jeu. Il y en a besoin. Et dans un instant, on va vous